Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Péquignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Mokhtar Ben Barka, John Chandler et Daniel Gregorio, Rencontres religieuses, entre coexistence et cohabitation, 2020. Jean-Louis Schiss, De la pédagogie du français à la didactique des langues, 2020. Les disciplines, la linguistique et l'histoire. Antoine Baudon, Les enjeux du désengagement des djihadistes, 2020. Arnaud Münster, Émancipation, de Marx à Marcuse, 2020. Mohamed Essael Chabé, Jean-Claude Beaune et Odette Barbero, Dire La technologie une et multiple, Réflexions libanaises et françaises, 2020. Philippe Jourdain, Gilets jaunes, mai 68, 2020. Michel Adam, Composer avec la nature. Renaturation et géocitoyenneté, 2020. Jacques Bochart, Le peuple contre le peuple. Démocratie et Gilets jaunes, 2020. Pierre Morlan, Pour en finir avec les religions, 2020. Louise Fine, Enfants au travail, Le paradoxe de la nécessité et du choix, 2020. Abdelbaki Belf AKIH, Abdelkader Gonegaï, Bruno Péquignot, Dire Art, individu et société, 2020. Jean-Yves Cornachon. Liberté en péril. À mes deux filles, Jennifer et Priscilla, un immense merci à Jennifer pour ses conseils pertinents et sa patience au cours de l'écriture de cet ouvrage. La liberté est partout en péril, et je l'aime. Je me demande parfois, si je ne suis pas l'un des derniers à l'aimer au point qu'elle ne paraît pas seulement indispensable pour moi, car la liberté d'autrui m'est aussi nécessaire. Georges Bernanos, Le chemin des croix des âmes, Gallimard, 1943. Préface de l'auteur. Avec cet essai, j'aimerais proposer ma vision de notre société, de notre civilisation contemporaine sous l'angle de la place de la liberté telle que je l'aperçois, sa place complexe, ses visages multiples qui m'interrogent. La liberté évoque toute l'histoire de l'humanité. Nous recherchons un sens et une méthode d'accès à l'humain avec toute sa faiblesse et sa grandeur. Cet ouvrage nous invite à résister à la pétrification de la pensée. Il questionne nos réflexes et nos comportements sociaux en ce temps que l'on dit « indifférent ». Nous avons tendance à ignorer nos semblables, ce qui est un symptôme alarmant en même temps que la perspective d'un non-sens pour le caractère social de notre espèce. Est-elle parvenue à l'une de ses limites ? Qu'est-ce que notre espèce aujourd'hui ? Quelle sera-t-elle demain ? Je voudrais affirmer que l'état de nos libertés est un signe de l'état de notre société. Or notre société illustre les aboutissements d'une logique de civilisation s'étant construite à travers de grandes étapes dans lesquelles nous pouvons retrouver des caractéristiques peu à peu élaborées de ce que nous sommes devenus. La domestication du vivant, la sédentarisation, l'essor des civilisations guerrières, le matérialisme et l'instrumentalisation d'autrui, l'individualisme, le bouleversement de nos rapports aux choses et aux êtres par le monopole de l'industrialisation, la déshumanisation liée à l'essor des technologies, au sens propre comme au sens figuré, tant avec les génocides liés au progrès technologique qu'avec la négation des valeurs humaines qu'apporte l'essor des logiques contemporaines de relations entre les membres de nos sociétés, entre les membres de notre espèce. La liberté, tout le monde en parle, elle me semble en péril, par manque de recul, par une gestion des phénomènes de société au jour le jour, au fil de l'actualité. Nous avons besoin de prendre une distance et l'approche de notre société sous l'angle de l'état de nos libertés permet d'éclairer cette problématique. Le monde est dans une phase de retournement. C'est la fin d'une époque et le début d'une autre. Il est difficile de déchiffrer la grille de lecture de ces nouveaux comportements sociétaux. Nous manquons de visibilité, seule notre intuition nous alarme. Dans nos sociétés, les hommes semblent décider librement de leur existence. Au cours des décennies, la liberté que nous avons tous est devenue un droit au même titre que l'exigence que nous avons tous d'atteindre le bonheur.
L'homme doit s'accomplir et revendique le droit d'être heureux. Ceci étant, il est évident que l'homme est né libre. Pour Jean-Jacques Rousseau, l'homme est né libre et partout il est dans les fers. Qu'est-ce qui justifierait cet état? Pourquoi nous résignerions-nous à cet asservissement? Dans notre pays, le vivre ensemble est souvent malmené et affecte notre cohésion sociale, notamment ébranlée face au terrorisme. Nous pouvons constater au regard de différents événements, migration, dérèglement climatique, attentats, disloquement des familles, guerre civile, génocide, que le défi de notre époque est le défi d'autrui, de l'autre. Cette notion de vivre ensemble est tellement centrale qu'elle en devient souvent même instrumentalisée. La décadence de l'éthique et le cynisme des personnes nous donnent parfois la mesure du désespoir social. Diverses formes de violence tentent de combler ce vide existentiel, telles que les discriminations, le racisme, nos démons anciens et récents, l'antisémitisme, l'islamophobie. Il est primordial aujourd'hui de retrouver le sens de notre fraternité républicaine. Ne tombons pas dans le déclinisme. L'histoire de notre pays l'illustre. La liberté est une notion qui doit être revisitée et redéfinie à chaque époque selon ses contraintes, selon les pressions avec lesquelles elle doit composer pour comprendre son identité. La liberté se différencie sous la domination nazie de celle qui se construit après 1945, quand le peuple retrouve ses libertés fondamentales. De même, la liberté religieuse en France, qui désigne le droit tout aussi fondamental des personnes à choisir et à pratiquer une religion donnée, ou même aucune, est diamétralement opposée à celle pratiquée dans la société française jusque-là. Nous sommes responsables de notre liberté. Nous sommes libres d'être qui nous voulons être. La liberté n'est pas forcément la promesse du bonheur, elle provoque de nombreux renoncements, parfois même de la souffrance, mais c'est l'une des plus grandes aventures de l'être humain et une valeur fondatrice de notre culture. Elle demeure une question majeure pour notre civilisation. On ne peut pas faire l'impasse sur ce thème, mais toutefois personne ne s'accorde sur une définition commune. Dans cet essai, nous interrogerons les penseurs, sociologues, écrivains, philosophes, pour étayer notre réflexion. Pour Hume, la liberté est la principale question métaphysique et d'autres, comme Schopenhauer, se distinguent considérant la question du libre arbitre comme l'un des problèmes les plus profonds et les plus graves de la philosophie moderne. Toutefois, la liberté concerne l'intimité, si l'homme dépend de quelque chose extérieur à lui-même, dans ce cas il n'est pas libre. Et de fait, il ne serait ainsi pas entièrement responsable de ses actes. La liberté évoque aussi le droit, la loi, la souveraineté avec une dimension politique. Elle relève en effet de plusieurs champs de la philosophie, la métaphysique, la psychologie, la morale, la politique, et les libertés se scindent entre la liberté d'agir, de penser, d'échanger et tant d'autres. C'est pourquoi la liberté est accaparée par toutes les controverses. Il faut tenir compte de ces différents conflits. Le thème est manifestement polémique, d'autant qu'il est impliquant et concerne chacun de nous et nous place dans un rapport de tension avec autrui. La liberté est indispensable au rayonnement de la vie humaine. Il vaut mieux être libre que ne pas l'être, nous en conviendrons tous. On ne peut pas connaître la liberté car a priori, elle est indéterminable. Pour Descartes, la liberté ne se connaît pas, elle s'éprouve, se vit. De même, Kant pense que la liberté ne s'appréhende pas, mais elle nous oblige. Nous ne sommes pas libres de vouloir l'être. Dans l'existentialisme est un humanisme, pour Jean-Paul Sartre, la problématique de l'humanité est inhérente à celle de la liberté. Dans L'être et le néant, celui-ci écrit « L'homme ne saurait être tantôt libre et tantôt esclave. Il est tout entier et toujours libre ou il ne l'est pas. L'homme est libre mais son existence est contingente. La liberté est le propre de l'homme et elle doit être construite pour accéder au bonheur, c'est l'ouverture sur le champ des possibles. La liberté est une conquête. Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande. Écrit Sartre. Cette formule est paradoxale, provocatrice. Elle semble toutefois s'échapper comme un cri du cœur, comme un élan de clairvoyance, comme une vérité intuitive. Cette réflexion est un engagement personnel. J'écris ces pages parfois sur le ton de l'indignation, parfois avec l'espoir et la conviction qu'un réveil des consciences est possible sur des thématiques qui me semblent évidentes et coulées de source. Pourtant, force est de constater que sur le fond, la place de la liberté pose aujourd'hui problème. Ce problème n'est d'ailleurs pas exclusivement philosophique, mais aussi culturel,
paradoxalement au pays qui lui a donné ses lettres de noblesse et pour ainsi dire, en a accouché voici 2 siècles et demi. Je parle ici de la liberté au sens démocratique, la liberté offerte à tout être humain. Or l'ère culturelle française me semble avoir laissé s'endormir ces valeurs, et peu à peu s'épanouir d'autres fondements aux rapports humains, où l'esprit de contrainte subi malgré nous et malgré nos consciences prévaut. Sans liberté, l'essence de notre projet démocratique ne peut aboutir et la fraternité en panne est un symptôme qui devrait nous alerter. L'équilibre de notre société est à reconstruire. Les déséquilibres dans la répartition des droits et des richesses attestent d'une santé sociale fragile. Comme tout corps qui stocke fragilise sa santé physique, notre corps social est lui-même rendu vulnérable par des stratégies d'accumulation. Il se gâte par endroits, ce qui n'est bon pour personne et précipite le déclin du sens de nos valeurs. La liberté est reléguée au profit d'attributions matérielles qui dégradent la teneur sociale même. La liberté est la question de voûte où aboutissent tous les philosophes, et qui est le point de départ de la vie sociale. Nous devons analyser son état de santé, ausculter notre vie et établir un diagnostic, la définir et agir pour la renforcer. Dans les faits. L'État qui enlève aux hommes la possibilité de communiquer publiquement leurs pensées, leur ôte en même temps la liberté de penser. Kant, qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ? 1786. Nos aïeux ont célébré la liberté, ce mot chéri par eux qui a provoqué tant de combats, tant de sacrifices, tant de haine, tant d'assassinats, cette valeur aujourd'hui menacée de toutes parts. Chaque année, nos libertés se réduisent au nom d'une morale collective faisant l'impasse sur les individualités pour satisfaire l'illusion du vivre ensemble, et pour répondre aux critères correspondant à ceux d'une démocratie moderne. Pour Kant, nous pensons d'autant plus librement que nous avons accès à la pensée des autres et que nous pouvons publiquement en faire part. Là où il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de pensée. Qu'en est-il aujourd'hui de la liberté d'expression dans notre pays ? Nous constatons que les tabous se renforcent et que les marges de l'expression se réduisent. Les thèmes sensibles du politiquement correct s'enflent sans que les consciences s'en offusquent. La diminution de nos libertés à exprimer des avis contradictoires, polémiques, s'opère sans controverse et elle est acceptée comme un consensus sociétal indiscutable. Comment cela s'est-il construit ? La polémique est pourtant une opportunité de soulever des problèmes de société bien admis et ancrés. La tâche ne s'est pas effectuée sans égard à la morale établie dans les siècles passés, qu'on se rappelle seulement Molière ou Voltaire pour s'en convaincre. Lorsque nous réfléchissons à la liberté, sujet si étendu et si complexe, une multitude de facettes nous apparaissent. Tous les grands auteurs de la littérature ou de la philosophie se sont emparés de cette problématique. Isaiah Berlin parle de la liberté négative quand ni la société, ni l'État ne nous restreignent dans nos désirs sauf dans le bien commun pour éviter de nuire aux autres, et pour assurer la survie de l'ensemble. En revanche, la liberté positive est une totale autonomie de l'être humain et c'est à nous de choisir de restreindre nos libertés pour la bonne marche de notre communauté, pour maintenir le vivre ensemble. Il s'agit finalement de 2 visions d'une même question, celle de notre responsabilité à être libre. Car la liberté, qui est souvent la revendication d'un droit, signifie d'abord une responsabilité, un engagement. C'est en quoi la liberté est profondément civique, et attachée à la citoyenneté. Aujourd'hui, la société civile tente d'alerter ses semblables et se lève pour dénoncer que nos libertés se rétrécissent. Ainsi, Maître Éric Dupond-Moretti, célèbre avocat pénaliste dans Le droit d'être libre, attaque l'hypermoralisation, l'hyperhygiénisme, l'hyperaseptisation et l'hyperréglementation, dénoncées au cours de ses nombreux procès, les affaires Mera, Cahuzac, Tron, Benzema. Son essai illustre en plein les limites de la réglementation dans le domaine des libertés, non qu'il puisse y avoir de liberté sans règles, mais la question réside dans l'origine et l'appropriation de ces règles. L'individu qui est habitué à accepter l'application de règles qu'il n'a pas intégrées dans son système autonome vit une sorte de schizophrénie et il devient prêt à tout accepter ayant perdu le sens et le fondement même de la règle, de la norme. L'immoralité de ce processus consiste en l'absence de prise en compte des conséquences de l'application dans notre société de règles et de normes excessives, que l'individu ne cautionne pas,
mais dont il soutient leur mise en œuvre par conformisme ou par peur à une logique générale, sans considération pour le cas précis dans lequel on les utilise. Aussi dans son essai intitulé Pour la liberté, François Sureau, avocat, romancier, essayiste, offre un vibrant plaidoyer en faveur des libertés publiques. Avocat à la Ligue des droits de l'homme, il rappelle que le système du droit n'a pas été fait seulement pour le temps calme de la paix, mais pour la gestion de toute situation politique comme la mise en relief le problème de l'état d'urgence, lui-même soulevé par le renforcement du terrorisme. Que deviennent les piliers de notre civilisation dans cette spirale, notamment médiatique, où la raison se perd? Qui a une vision de notre chemin? Notre destinée et de notre liberté si fragile, vitale, indispensable, en péril. Quelle clé de lecture nous offrent les philosophes? Pour Épicure, quand on se suffit à soi-même, on arrive à posséder le bien inestimable qu'est la liberté. Comment concilier la liberté et le pouvoir de choisir, d'agir selon sa volonté? La liberté s'oppose au déterminisme et au fatalisme. Jacques Ellul a développé une thèse intéressante et anticonformiste critiquant les positions d'un grand nombre de philosophes. Il postule que l'homme n'est pas forcément intéressé, passionné par la liberté. La liberté n'est pas chez lui un besoin, mais il lui préfère les notions de sécurité, de confort, de bonheur. Il est prêt à sacrifier sa liberté pour assouvir ses besoins, en contrepartie des privilèges accordés à ceux qui gouvernent sa liberté. La question de ce que nous sommes prêts à sacrifier pour notre tranquillité individuelle, jusqu'à nos libertés, est intéressante pour elle-même. Elle débusque une faiblesse centrale dans la place que nous sommes susceptibles d'octroyer à la défense de nos libertés. Si nous ne sommes pas capables d'assurer leur défense, à qui nous en remettrions-nous alors? Quelle instance visualiserait-on comme apte à garantir leur respect? Le concept de liberté évolue, et part généralement d'un point de vue. Il touche à toutes les composantes de notre vie. C'est pourquoi, dans notre société démocratique, c'est aux États que nous demandons de garantir nos libertés. C'est sans doute dans cette dynamique, et devant l'évidence d'une faille de la confiance dans nos gouvernements, que nous assistons aujourd'hui à une nouvelle exigence de la transparence, tout dire et tout savoir, qui s'est instaurée, érigée en norme et renforcée comme une évidence. Or le monde politique est déstabilisé, ce qui engendre une tendance au populisme pour regagner la confiance de l'électorat. Un sentiment de suspicion perdure. Rappelons l'affaire Fillon ou celle des dernières élections présidentielles. À tort ou à raison, les populistes ont été présents avec le Front National au second tour pour la première fois en France sous la Ve République. Dans toute l'Europe, les populistes enchaînent les succès électoraux. Ils ont le vent en poupe face à l'impuissance des partis traditionnels et aux différentes crises économiques, migratoires que subit notre vieux continent. De l'extrême droite à l'extrême gauche, c'est un déferlement de détestation de l'Europe libérale et de ses élites. Peut-on penser et décider par nous-mêmes? Les pays anglo-saxons sont dans une ère de puritanisme qui se propage partout en Europe et en France. Avec leur scepticisme déferle, en France notamment, le modèle d'une société du tout codifié, tout réglementé, tout pensé par le plus grand nombre. Les principes du totalitarisme s'immiscent dans nos modes de vie et de pensée élaborés par un petit nombre et mis en œuvre par la majorité. Reste à discerner qui régit, par quels moyens, à quelle fin et pourquoi cette majorité s'y soumet. Chacun abandonne sa capacité de réflexion à son bonheur pour appartenir à la norme. Notre liberté de penser, d'imaginer, de rêver, de construire est pulvérisée au nom de la bienséance. L'originalité devient suspecte. Nous assistons à un affaiblissement de la créativité et de la personnalité, avec un formatage de l'éducation. C'est la mort de la singularité individuelle. Nous obéissons comme des enfants auxquels on dicte ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire, d'adopter tel comportement en rapport à telle situation. Nous sommes sous l'emprise des diktats de l'uniformisation. Cela va bien au-delà du respect des lois nécessaires pour coexister les uns avec les autres. Nos manières de vivre, notre intimité sont soumises à l'autorité de la pensée collective. Nous organisons sans nous en rendre compte la dictature de la peur, alimentée par les nouveaux outils de communication et relayée par des médias qui subissent la manipulation de lobbies dont l'identification est complexe. Ils alimentent et sont eux-mêmes victimes de la déshumanisation de la société et du culte de l'anonymat,
reflet d'une civilisation corrompue et qui décline la responsabilité et le courage vis-à-vis des conséquences morales de leurs choix, vis-à-vis de leurs prochains, de l'avenir, de nos enfants. Nous renonçons en partie à notre liberté individuelle, au profit d'une pseudo-liberté collective. La liberté n'est pas synonyme de morale, de fraternité, d'égalité ou de solidarité. A contrario, le véritable sens de son existence, l'être humain le trouve dans la liberté. C'est pourquoi il est grand temps de la définir en relation avec l'état de notre société sous ses différents aspects, humains, technologiques, scientifiques, et d'entreprendre à partir de cette définition de la reconstruire selon sa valeur propre. Partons à la reconquête de notre liberté aussi bien individuelle que collective. L'aspect public ou privé de la liberté est un conflit symptomatique du possible déclin d'une civilisation. Derrière l'image d'un monde apaisé et d'un bonheur planifié, nous lisons la trame d'un humanisme anesthésié, vidé en substance, en valeur, en fondement réel incarné. N'est-il pas pertinent de nous représenter notre société aux prémices d'une forme irréversible de déshumanisation ? Notre espoir est vivant, sous l'égide de pensées et de penseurs tels que Zweig, pour qui, celui qui pense librement par lui-même honore toute liberté sur terre. La liberté est associée à la dignité humaine, rappelée par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, attestant la pertinence de l'intuition des Lumières dans la Déclaration de 1789, et d'une question qui garde toute sa vigueur dans un panorama social actuel par bien des côtés incohérents, préoccupants. 2. De la liberté d'expression. On peut me priver de tout sauf de ma liberté de penser. Dès que le plus faible des hommes a compris qu'il peut garder son pouvoir de juger, tout pouvoir extérieur tombe devant celui-là, écrit Alain, dans Propos du 3 février 1923. Ainsi, quoi que je sois contraint de faire ou de dire, nul ne peut me contraindre à penser autrement que je pense. La problématique de la liberté d'expression et de sa limitation pose la question de l'adéquation entre la libre pensée et sa formulation. Les tensions générées par cette problématique révèlent un niveau de la faiblesse de cette société. On peut s'inquiéter de l'état de la liberté d'expression dans notre société, au regard de l'actualité, et se demander si nos libertés ne sont pas en péril à partir de ce constat. N'est-ce pas surprenant, voire paradoxal, au pays de la démocratie moderne et à l'ère du libéralisme ? Un seuil a été franchi par la justification permanente de nos paroles pour répondre au conformisme ambiant. Cependant, cette mise en péril n'apparaît pas nécessairement sous des formes médiatiques visibles, mais dans une version sourde et bien plus ancrée de conformisme de la pensée et de la vision dont on n'oserait plus se risquer à s'écarter de crainte de se voir fiché à des registres noirs, registres dont on entend l'évocation qu'en tremblant devant l'avenir. Voici le vrai visage anonyme, les véritables noms de la censure, les harpies de nos consciences qui menacent de vider l'humanité de son âme et de toute forme de cohésion sociale sous des dehors de bienveillance, de démagogie, de pédagogie protectrice. Ce sont les tentacules de la surveillance qui se sont infiltrés dans toutes les nervures de la structure sociale et psychologique de notre civilisation selon ces méthodes qui ont fait leur preuve aux pages sombres de l'histoire du XXe siècle. La liberté devrait être synonyme de bonne santé de notre démocratie. Chacun a le droit de s'exprimer et d'avoir accès à toutes sortes d'informations pour exercer son esprit critique. Cette éthique fondatrice incarne l'esprit de notre pays. Cependant, le contrôle de la presse et des médias reste en place, comme dans de nombreux pays avec lesquels nous sommes en lien, où les journalistes subissent des menaces et des intimidations, et dont on sait qu'ils exercent un droit de regard sur les informations diffusées sur notre sol. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.